tous, merci d'être présents à cet atelier de lancement du Club des médias citoyens. Il y a 9 ans, précisément, il y a eu un déclic. Un média qui s'appelait Actualité Solidarité s'est arrêté, alors que c'était un média qui diffusait une information de qualité, solidaire, indépendante, notamment sur des questions qui étaient l'environnement, le développement durable, la question du deuil, toutes ces questions-là qui aujourd'hui ne sont pas prises en charge par les médias dits traditionnels. Quelques mois plus tard, c'était MSN Action Solidaire qui s'arrêtait. En 2015, récemment, Altermonde, qui est un média qu'on a accompagné, qui était un très beau média. Je salue David Eloi qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et puis encore Terra Eco qui s'est arrêté, qui se reprend en scope. Donc à un moment donné, à force de rencontrer des journalistes, des rédacteurs en chef qui avaient de plus en plus de mal à exercer leur métier dans des bonnes conditions, soit parce qu'ils étaient sous pression des annonceurs, ou soit parce qu'ils étaient sous pression des actionnaires, on a décidé comme ça de façon un peu spontanée d'organiser cet atelier sur la question de l'indépendance des médias qu'on a appelé Enfants des médias libres et citoyens. Et vu le succès qu'on a eu par rapport à nos invitations, eh bien on s'est dit qu'on allait lancer aujourd'hui officiellement une petite initiative qui est le Club des médias citoyens, juste parce qu'on se rendait compte que 45 minutes ça ne suffirait pas entre nous et qu'on allait être frustrés à l'issue de cet atelier. Et donc du coup, voilà, ça c'est une première rencontre de ce club. On a ici voilà, énormément d'amis, de rédacteurs en chef que je connais depuis peut-être 10 ans. Je vois voilà, Camille Dorival, Walter Bouvet, voilà, un certain nombre de journalistes que je connais mais depuis longtemps. Walter Bouvet qui était le premier quand je travaillais à France Active qui avait lancé Terra Eco. Maxence Layé, fondateur de Orps, Violaine Châtelier, fondatrice de Debout, je ne peux pas tous les citer, Sophie qui est initiatrice de Médias Debout, voilà, beaucoup dans la salle, Karine Ducré de Pouvoir Citoyen en Marche, bref. Donc concrètement, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est de mettre en avant 5 initiatives concrètes qui montrent qu'il est possible de créer les conditions pour garantir une information indépendante. Souvent, la qualité de l'information, c'est pas ça qui est en question, c'est souvent le modèle économique, financier, l'indépendance éditoriale. Donc on a très peu de temps. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un peu pitcher en fait 5 acteurs qui ont en fait une volonté de faire du média citoyen positif. Donc je propose, pour introduire un peu cet atelier, à Anne-Sophie Novelle, qui est voilà, fondatrice de Place to Be, qui travaille pour France 2, qui est blogueuse au Monde, qui a rédigé Vive la co-révolution avec notre ami commun Stéphane Rio, de venir présenter en 5 minutes, je crois qu'elle a 2 initiatives concrètes à présenter, et puis voilà, on fera une série comme ça de 5, et après on laissera place à des échanges. Voilà, je reprendrai la main après l'intervention d'Anne-Cécile. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je vais être très rapide. La première initiative que je présente, c'est en tant que journaliste. En effet, je suis freelance et ça fait 4 ans maintenant que je travaille sur la question justement du journalisme d'impact, du journalisme positif. Et j'ai décidé cette année de enfin finaliser cette enquête que j'ai commencée il y a 4 ans. Donc je suis en train de rédiger un livre et de réaliser un documentaire sur cette question. Donc voilà, je cherche des témoignages, mais j'enquête aussi depuis un petit bout de temps. Donc voilà, si ça vous intéresse qu'on en discute, je suis à votre écoute et je vais aller voir, à mon avis, bon nombre d'entre vous dans les mois qui viennent. La deuxième chose, c'est avec Place to Be, qui est cette initiative qui a été lancée au moment de la COP21, un réseau de narrateurs que l'on a monté à l'occasion de la COP21 avec des intervenants du monde entier. On va officialiser le réseau Narrators for Change le 22 mars prochain à l'EMI, à l'École des métiers de l'information. L'idée pour nous, c'est de réunir des journalistes, des auteurs de documentaires, des dessinateurs, tous ceux qui aujourd'hui essayent de parler du monde de demain, mais un petit peu différemment, en tout cas qui veulent construire un autre récit. Donc c'est un réseau professionnel qui se réunira régulièrement, à raison, je pense, 1 fois par mois ou toutes les 6 semaines,
à Paris, mais aussi dans d'autres villes dans le monde, voilà, selon les membres qui vont organiser des rencontres, pour échanger sur nos pratiques, pour échanger sur des questions de fond, pour échanger sur des outils, voilà, pour renouveler un petit peu les réseaux qui existent sur la question. Donc si ça vous intéresse, là aussi, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de cette rencontre. Et toute l'information se trouve sur le site de place2be.org. Place2be, c'est avec un grand V et sans E. Merci pour votre attention. Alors, deuxième initiative concrète que j'aime également beaucoup, qui est en fait une méthode de participation des lecteurs à la ligne éditoriale. J'ai découvert ce média il y a quelques mois. Son fondateur, Florent Guignard, voilà, on s'est rencontrés, je me souviens, c'était du côté de Odéon, de mémoire, qui a une initiative très concrète, c'est de comment on fabrique de l'opinion et comment on aide les lecteurs, non pas à digérer de l'information préfabriquée, mais à produire sa propre opinion. C'est pas si évident que ça. Je vous invite à découvrir le Drench et puis il va vous en parler là pendant 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On est parti d'un constat au début très égoïste qui était qu'on avait du mal à se forger notre propre opinion sur des sujets d'actualité ou sur des problématiques de société et surtout sur les sujets nouveaux. Et donc on a imaginé un nouveau média qui s'appelle le Drench ou le Drench comme la plupart des gens le prononcent et qui est basé sur un concept très simple. Pour chaque question d'actualité ou pour chaque problématique de société, on expose les faits et un contexte très simple et court, factuel, et ensuite on propose au lecteur 2 tribunes de personnes qui sont légitimes, engagées et compétentes dans leur sujet, l'une qui défend le pour et l'autre qui défend le contre, le but étant que le lecteur, en lisant les arguments de l'un et de l'autre, se fasse sa propre opinion. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte en fait que notre but étant de faire de chaque individu un citoyen, il y avait tout un processus qui conduisait à cette démarche qui était de 1, être conscient des problématiques de société, 2, se positionner, et 3, avoir accès à des outils simples et efficaces, faciles pour s'engager. Donc on propose en fait à nos lecteurs, suite aux tribunes, des outils pour s'engager. Et on a conclu pas mal de partenariats, notamment avec le monde de la Civic Tech, pour permettre à nos lecteurs de s'engager concrètement et du coup devenir des citoyens. Voulant agir sur la démocratie, on s'est posé la question de se dire, et si on s'appliquait les principes de la démocratie à nous-mêmes? Qu'est-ce que ce serait un média démocratique? Pour nous, un des premiers aspects, c'était donner une voix aux lecteurs et faire en sorte que les lecteurs aient leur mot à dire dans le fonctionnement même du journal. Ça se traduit par 2 aspects. Le premier, c'est que les lecteurs ont leur mot à dire sur la direction de la société. On est une entreprise sociale et solidaire, labellisée EDUS, mais on est une société commerciale, et les lecteurs ont leur mot à dire dans la gouvernance de la société. Le deuxième point qui est important, c'est sur la ligne éditoriale. Une fois par mois, on lance un sondage auprès de nos lecteurs, et en fait les lecteurs proposent les sujets de débat et votent pour les sujets de débat qu'ils veulent voir traités. Les sujets de débat qui sont plus votés par nos lecteurs, on s'engage, nous, à les traiter dans notre journal. Et ça représente à peu près 2/3 des sujets aujourd'hui qui proviennent de nos lecteurs. C'est un premier pas vers ce qu'on essaye d'appeler un média démocratique. C'est une petite échelle et on espère que ça va permettre en fait aux lecteurs de se sentir concernés, de s'engager et d'avoir des sujets qui les intéressent. Merci beaucoup. Alors un média, on parle souvent d'information, mais un média c'est aussi un projet entrepreneurial. Voilà, un média qui n'arrive pas à trouver son modèle économique et beaucoup de médias rencontrent cette difficulté, notamment quand il y a eu la transformation digitale, comment on passe du print au web, comment on trouve son modèle. Et donc du coup, il faut être bien accompagné, c'est-à-dire qu'on peut être journaliste, mais passer du côté journaliste à la création d'un média ou la gestion d'un média, c'est un projet entrepreneurial, on est entrepreneur. Et là, je vais appeler Nathalie Vincent, directrice associée d'Open Mind, qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs et notamment plusieurs rédacteurs en chef, notamment certains qui sont dans la salle, à essayer de réfléchir au modèle économique, au statut d'entrepreneur, pour accompagner les médias et leur permettre d'exercer de façon efficace et pertinente leur métier. Merci. Bonjour, bonsoir. Nathalie Vincent, donc Open Mind. Nous sommes 3 associés, dont Pascal qui est avec moi ici. On se présente rapidement comme étant des entrepreneurs qui ont envie d'accompagner d'autres entrepreneurs dans leurs aventures. Et grâce à Julie, nous avons rencontré des médias que nous accompagnons aujourd'hui dans l'objectif de maintenir leur indépendance
l'indépendance et l'indépendance financière. Donc nous avons des réflexions à la fois stratégiques, commerciales, marketing, financières, etc. etc. Tout ce qu'un entrepreneur doit se poser comme question, bien nous les posons avec les patrons de médias, parce que les patrons de médias sont des entrepreneurs comme les autres. Pour pouvoir dire ce que vous voulez dire, comme vous voulez le dire, il faut pouvoir être indépendant. Pour pouvoir être indépendant, il faut avoir de l'argent, payer ses salariés, etc., etc. Sinon, au capital rentre des gens qui ne sont pas forcément des gens que vous avez envie d'avoir avec vous au capital. Donc voilà ce que nous faisons, tout simplement. Avec Julie, nous travaillons depuis 2 ans. On a travaillé également sur son projet entrepreneurial avec elle. L'entreprise, c'est une belle aventure, c'est une aventure un peu à la mode en ce moment, tout le monde en parle, surtout dans ces périodes électorales, mais c'est surtout une très belle aventure humaine avec des prises de risques et des jolis rêves qui se réalisent, souvent. Voilà. Voilà. Merci Nathalie, qui nous accompagne depuis 2 ans. Mon papa et ma maman professionnelle. Après Florent, qui a parlé plutôt sur la méthode de participation des lecteurs à la ligne éditoriale, il y a aussi des sujets qui sont traités, des sujets qui souvent sont émergents. Alors j'en sais quelque chose parce que pour travailler dans l'économie sociale et solidaire depuis 10 ans, pour avoir monté la première campagne économie solidaire en France à l'époque avec Martin Hirsch, Edmond Maire, Christian Sauter, je sais que ces sujets d'économie sociale et solidaire sont compliqués à proposer. Les journalistes ne voulaient pas en parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un ovni, c'est pour des bisounours, etc. Et aujourd'hui, ces principes, ce secteur a évolué. Il y a toujours des sujets émergents que les médias du mainstream n'ont pas forcément envie de relayer. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais il y a des médias qui osent sur le contenu, sur les sujets. Et l'un des médias qui ose aujourd'hui, c'est un nouveau média que j'affectionne particulièrement puisque j'ai participé au lancement, qui s'appelle Orps, le journal de l'autre planète, qui est la petite sœur de Orps La Revue, qui est un journal très qualitatif et qui est une vraie aventure humaine. Et je vais demander là à Maxence, donc on lançait le premier numéro là sur le stand ProDurable, le salon ProDurable sur le stand d'Econovia, et Maxence Lélier, qui est le fondateur, journaliste scientifique, à qui je donne la parole. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'informations, et notamment des informations qui fabriquent de la peur, dans un monde vraiment anxiogène. Et la démarche que nous avons au niveau de Orps, la revue, et puis aussi de Orps, le journal, c'est vraiment comment proposer une information cohérente, comment proposer un média cohérent qui va faire qu'en fait on va augmenter l'impact de l'information. Donc nous, notre démarche, c'est de travailler sur le fond et la forme, de combiner les deux ensemble. Au niveau de Orps, la revue, eh bien en fait, on a beaucoup insisté sur la beauté, sur le soin, sur l'harmonie. Donc le fait de relier ensemble les choses et de les relier aussi au niveau de la fabrication du média, au niveau de la façon dont il va être produit et de la façon dont on va le concevoir en back-office, on pourrait dire. Donc autant dans le fond que dans la forme, on est imprimé en France. En l'occurrence, au niveau de la revue, il n'y a pas de publicité. On respecte la charte des éditeurs écolo-compatibles. Et donc, sur l'ensemble des aspects, autant donc dans les idées, puisqu'on va parler de beauté, on va parler d'innovation, on va parler de choses qui vont concerner autant l'économie que la parapsychologie, que l'art sacré, l'art visionnaire, bref, de s'ouvrir en fait à toutes les dimensions du monde. Donc, au niveau de la revue Orps, on a exploré ce chemin-là. Puis aujourd'hui, maintenant, on a lancé ce journal, ou en tout cas, on travaille à ce journal, au journal de l'autre planète, où là, la démarche, elle est autre. Comment proposer aujourd'hui un média dans un environnement qui est saturé d'informations? Comment faire pour pouvoir pousser plus loin des informations qui vont aller dans le sens de la conscience, de la citoyenneté, des biens communs, des bonnes pratiques? Bien, au niveau du journal, là, on est parti sur autre chose. On est parti plutôt sur le fait de faire ressentir de la joie, de faire ressentir de l'enthousiasme, et donc de travailler sur la forme, de travailler sur l'objet journal, sur le média en lui-même, qui a une certaine surface, qui a une certaine dimension, de façon à ce que ça soit ressenti comme un espace de liberté, que les infos soient designées dans une certaine direction. Et c'est le retour que l'on a par rapport au numéro 0, au numéro prototype un peu qu'on a dévoilé ici durant le salon, puisque donc on va autant parler de choses qui vont concerner le patrimoine mondial de l'humanité, donc une information très globale,
que, bien entendu, d'initiatives, de villages utopiques en plein Paris. Enfin voilà, on va parler comme ça de différentes dimensions, mais qui vont toutes dans le même sens, parce que le problème des informations positives aujourd'hui, c'est qu'elles sont un petit peu fragmentées, elles sont disséminées. Donc les relier ensemble, faire un peu en quelque sorte une revue de presse qui va agréger et fédérer les choses dans l'esprit du partage, dans l'esprit du bien commun de l'information, c'est la démarche que nous avons au niveau du journal, et bien sûr à travers son design et son expérience esthétique, pourrait-on dire, de façon à fabriquer un sourire au niveau des lecteurs. Et là, comme ça, quelque chose peut se passer, y compris si on n'est pas militant et si on n'est pas sensibilisé sur ces questions, simplement parce qu'il est accessible et attractif. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 initiatives. Je regrette souvent que dans ce type d'atelier, tout le monde prenne la parole et que les personnes qui sont dans la salle ne puissent pas parler. Alors, il y a d'autres initiatives qui existent, je le sais, donc je vais en citer quelques-unes et peut-être laisser la liberté aux personnes que je cite de pouvoir venir présenter leur initiative parce qu'elles sont super intéressantes et du coup de laisser une tribune pour présenter. Alors on a eu une impulsion sur ces 4 initiatives, peut-être laisser la parole. Alors je pense notamment, je vais en citer 4, mais voilà, les personnes qui sont dans la salle peuvent évidemment prendre la parole et prendre et pitcher pendant 5 minutes, on a un petit peu de temps, donc voilà, vous êtes aussi libre de venir présenter, c'est un bon exercice. Alors je pense à Karine Ducré de Pouvoir Citoyen en Marche, qui a une initiative concrète à proposer. Donc Karine, si tu le souhaites, pouvoir venir présenter ton initiative. Je pense à Olivier Cohen de Timari, qui est le fondateur de Socialterre, un média aussi qui a été lancé il y a quelques années, qui est vraiment une pépite en termes médiatiques, qui est vraiment un très beau média. Alors je ne sais pas s'il est, mais Christian de Boiredon de Spark News, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui s'est fait représenter, qui lui alors fait une initiative qui est mondiale, à diffuser au même moment dans différents médias ces informations positives, une super initiative exemplaire. Et puis Sophie Tissier de Média Debout, qui est une des cofondatrices de Paris Debout. De Nuit Debout, pardon. Alors peut-être on a un petit peu de temps, si chacun, vous voyez, c'est rapide, on s'étale pas, 5 minutes. Est-ce que Karine, tu veux venir présenter rapidement aussi ton initiative qui est extrêmement intéressante? Là on parle d'indépendance financière. Donc les projets, j'entends, c'est pas exhaustif, c'est des projets qui sont en cours, pas encore lancés ou déjà en place. C'est pas important, l'idée c'est de partager ensemble et de faire en sorte qu'ils se réalisent. Oui, bonsoir, merci Julie pour cette très belle initiative. Moi je viens des médias, de l'INA, puis la création d'une chaîne de télé mainstream pendant 7 ou 8 ans. Donc j'ai pu voir la difficulté en effet de lier le contenu éditorial avec l'arrivée d'actionnaires qui viennent assez ouvertement influencer la ligne éditoriale. Donc à la suite de cette expérience, j'ai eu la chance de pouvoir garder un mi-temps pour la vie associative. Donc je m'occupe de la communication du Pouvoir Citoyen en Marche avec Edgar Morin, Patrick Vivray. Donc on a sorti un petit bouquin avec Nicolas Hulot, Vivement le monde à venir, avec la grande question de la reliance entre toutes les initiatives. Donc le Pouvoir Citoyen en Marche, c'est les Colibris, c'est Roosevelt. Donc c'est énormément de réseaux qui essayent de converger pour obtenir de la visibilité, ce qui est très très compliqué, donc je pense qu'on va sans doute y revenir. Et puis à côté de ça, j'ai monté un fonds de dotation qui s'appelle Fraveillance. Et pour joindre tous ces cheminements, nous avons réfléchi pendant à peu près 1 an à la création d'un fonds de dotation pour les médias, qui serait croisé avec une plateforme de crowdfunding. Donc les outils sont prêts. Pour l'instant, le nom de code, c'est AAA. Donc c'est très ouvert et je suis à votre disposition si vous voulez en parler, puisque la meilleure façon, évidemment, de pérenniser, c'est d'avoir des fonds qui proviennent de sources très différentes. Voilà, merci beaucoup. On s'est rencontrés avec Corinne aux auditions citoyennes, puisque en parallèle j'ai monté le collectif collectif des citoyens pour une politique plus responsable. Tout ça est bien évidemment lié, mais on ne parlera pas de politique ici. Là, je vais proposer à Hugues Dorzé, qui est fondateur de Imagine, qui est venu exprès de Belgique. Imagine est un média qui vient d'être lancé en France, qui est aussi un très chouette média qu'on a envie aussi de soutenir. Et Hugues, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse présenter son initiative.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi je travaille au quotidien le soir pendant 20 ans au service société et politique, et depuis 3 ans on m'a demandé de reprendre le magazine qui s'appelle Imagine demain le monde, qui est donc un pionnier. C'est vrai que c'est la petite Belgique, mais depuis 20 ans il existe un magazine qui traite des questions d'écologie, de relations nord-sud et de grandes questions de société, qui déjà, je suis à l'aise pour en parler parce que c'est pas moi qui l'ai fondé, mais était déjà dans un journalisme d'impact, de solutions il y a 10-15 ans. D'ailleurs, quand le film Demain est sorti, on a reçu 2-3 courriers de lecteurs assez sympas qui nous ont dit Imagine fait Demain depuis 15-20 ans. Donc voilà, c'était plutôt assez sympa, mais c'est voilà, juste pour l'anecdote. Mais donc c'est un magazine qui s'inscrit dans un regard à la fois libre, non conformiste, prospectif, qui, dans le contexte qu'on connaît tous, qui a été évoqué tout à l'heure, d'une presse un peu affolée, affolante, anxiogène, cynique et tout ce qu'on en connaît, qui aujourd'hui, Imagine, essaie de proposer des alternatives, des innovations sociales, écologiques, environnementales, économiques et politiques. Et donc c'est un bel objet graphique aussi. On a fait le pari de faire un magazine papier, essentiellement, de 100 pages. Il y en a, vous pouvez vous servir au stand d'Econovia, comme ça vous le découvrirez. Et depuis une semaine, on a tenté le pari de venir en France, donc on est présent dans 800 points de vente. Pas parce qu'on était ambitieux ou quoi que ce soit, mais parce que la Belgique francophone, on a déjà une assise, 4,5 millions de lecteurs, on a déjà 4000 abonnés, donc on a déjà un peu pignon sur rue, mais on s'est dit que peut-être on pourrait modestement contribuer à toute cette réflexion citoyenne qui est en marche. Et donc voilà, je vous invite à le découvrir, et c'est un projet qui, je crois, est tout à fait complémentaire et vu de Belgique. Alors on est aussi très particulier, on est un éditeur totalement indépendant, et ça rejoint ce que vous disiez, on est une ASBL, sans but lucratif, une petite équipe de 5 permanents qui est un projet économique viable, qui tient franchement la route depuis 20 ans. Donc voilà, mais donc je pense qu'effectivement l'idée de se mutualiser, d'échanger des contenus, de réfléchir sur des régies communes, enfin il y a plein de choses à faire à mon avis, et voilà, si modestement notre projet de la petite Belgique peut contribuer à cela, on essaiera de le faire. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir nous voir. Je vais appeler aussi Sophie Tissier de Médias Debout et de Nuit Debout. Alors, il y a du journalisme positif, il y a du journalisme aussi nécessairement qui est du journalisme de résistance, qui doit parler un peu plus fort, un peu plus haut pour ne pas laisser faire les choses. Donc Sophie en fait partie. Je l'ai rencontrée dans le cadre d'un projet qui s'appelle Stade Citoyen. Elle fait des choses, notamment, elle est vraiment très active sur tout ce qui est stop corruption. Une grosse action, et dans son état, franchement, je la félicite. Et là, elle va vous parler un petit peu de Médias Debout. Pas trop longtemps pour ne pas... Pas trop longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Moi, je suis plus une militante engagée, militante avec quand même un statut pacifique, à partisan. On essaye de faire de l'agitation politique en tant que citoyen, et surtout de donner envie aussi aux gens de participer, d'être actifs et pas uniquement passifs. Et c'est vrai qu'au niveau des médias, c'est quand même très difficile d'être militant. En tant que journaliste, on sait la précarité est galopante dans ce milieu. Il y a beaucoup de pression hiérarchique, mais il y a aussi, il faut le dire, de vrais journalistes militants qui font partie notamment d'émissions publiques sur les chaînes publiques. On pense à Cache Investigation, à Complément d'enquête. Je suis ravie de savoir qu'il y a des gens de France Télé qui sont présents, parce qu'il faut aussi, à Médias Debout le dire, c'est qu'on soutient aussi l'audiovisuel public pour le renforcer, d'appeler notamment à ce qu'il y ait un renforcement pécunier, que l'État puisse renforcer les moyens financiers de l'audiovisuel public. Ça fait partie des revendications qu'on a pu avoir à Médias Debout. Et également à Médias Debout, ce qui est important, c'est de récolter des témoignages de journalistes qui peuvent avoir vécu des situations de rejet par leur positionnement. On pense à Aude Lancelin qui a été licencié, on pense aux personnels d'ITélé qui ont fait une lutte exemplaire. Donc voilà, on essaye de soutenir en fait sur le terrain des luttes, et de développer, d'encourager les journalistes à se mobiliser pour la déontologie de leur métier. Voilà, donc ça c'est à Médias Debout. Et puis en parallèle, effectivement, Julie l'a abordé,
Je fais partie du mouvement naissant Stop Corruption pour essayer effectivement d'agiter là-dessus. On se réunit tous les dimanches à 15h, place de la République, en concert de casseroles, pour dénoncer la corruption généralisée en ce moment qui est galopante, malheureusement. Voilà, merci. Alors, vous remarquerez qu'il y a une mixité aussi dans les interventions. Alors, peut-être pour terminer, puis après on pourra faire des échanges. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite intervenir? Je pense notamment à Violaine de Debout. Voilà, je sais que tu es très discrète, mais c'est important. Debout, c'est un média aussi que je connais depuis un petit moment. Debout, c'est un outil d'insertion, comme Violaine aime le préciser. C'est quand même 130 000 exemplaires distribués dans des CCAS, dans ces centres sociaux, à des personnes pour leur donner accès à l'information. Donc un très bel outil. Voilà, et donc voilà, tu présentes juste parce que c'est important aussi Debout, et on fait la transition avec Sophie qui parlait de Nuit debout. Donc c'est un magazine effectivement qui parle du quotidien des personnes en situation de précarité et qui leur donne des outils tout simples et écrits de manière simple pour s'en sortir par eux-mêmes de façon autonome. C'est effectivement 130 000 exemplaires distribués par les acteurs de la solidarité et du social directement sur le terrain. C'est aujourd'hui un petit peu moins de 500 000 lecteurs. Voilà, c'est un beau magazine parce que j'avais pas envie qu'il soit stigmatisant. Il s'adresse pas du tout aux SDF, il s'adresse à une catégorie de personnes un peu au-delà, et jusqu'à aujourd'hui malheureusement les foyers modestes qui tombent les uns après les autres, parce que en fait il suffit souvent d'un aléa, un divorce, un licenciement, et puis c'est toute une famille qui s'écroule. Donc voilà, c'est sur tous les domaines du quotidien, de l'emploi en passant par le logement, le budget, mais aussi le bien-être, la beauté. Voilà, tous nos sujets à nous tous. Parfois, quand on monte des projets, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Moi, voilà, on a eu plus d'interventions. Vous voyez, on est, je crois, à une demi-heure d'intervention. En une demi-heure, tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être imaginé et tout ce qu'on peut faire. Voilà, vous avez peut-être des idées de projets dans la salle. Je sais qu'il y en a en émergence et de certaines personnes qui ne veulent pas encore en parler. Vous avez sans doute des projets. On voit là comment c'est aussi réconfortant de sortir de l'isolement du journaliste. Il n'y a pas que des journalistes dans la salle, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été invitées. Je pense à Raphaël de 22e siècle, qui travaille aussi sur ses idées de prospective. Je pense à Caroline, qui est présentatrice de l'émission Des gens qui s'aiment, qui est une émission, voilà, l'émission de demain. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas rester à ne rien faire. Moi, je suis dans la résistance positive. J'ai mis 15 ans, par exemple, à publier le livre de mon grand-père qui était déporté résistant. 15 ans. J'ai jamais lâché. Econovia, c'est pareil. Quand j'ai lancé, on m'a dit ça marchera jamais. Voilà, je l'ai fait. J'ai pas écouté. Je suis allée à contre-courant. Et les personnes qui viennent d'intervenir, je pense que quelque part, c'est des personnes qui ont été à contre-courant, qui ont réussi à s'entourer, à monter des choses. Moi, je suis convaincue réellement que les choses sont en train de bouger. On ne le voit pas encore. C'est pas encore au niveau macroscopique. Néanmoins, il y a 10 ans, quand on parlait de l'ESS, on disait Julie, c'est quoi ce truc? C'est un emploi sur 10 aujourd'hui en France, tout le monde sait ce que c'est. Donc je peux vous dire que dans 10 ans, je sais que ces projets-là, ce sera la norme, ce sera le mainstream, et c'est ce que j'espère. Alors concrètement, nous, ce qu'on va faire à notre petite mesure, parce que je suis un peu aussi colibri, c'est également de proposer des expérimentations concrètes, commencer petit, essayer, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors il y a deux choses qu'on va lancer. Donc c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure, un club des médias citoyens, c'est né il y a 2 semaines et demie. On a fait une petite carte rigolote de club de presse en montrant qu'on pouvait détourner les codes. Ce club, nous, Econovia, on n'est pas journaliste, on n'est pas rédacteur en chef. Par contre, on est une agence conseil en communication spécialisée sur l'économie sociale et solidaire, la RSE et le développement durable. On sait organiser des événements, mettre en réseau, on adore ça. Et ce qu'on vous propose, c'est de se réunir parce que bien évidemment, là, on avait l'intuition,
c'était nécessaire, et aujourd'hui on en a la conviction, de pouvoir se réunir plus régulièrement, plus longtemps entre nous, de pouvoir échanger. Donc on vous propose, et c'est un peu l'objet de cette conférence aujourd'hui, d'aller un petit peu plus loin et de se réunir une fois par trimestre au cœur de Paris pour des petits déjeuners. Donc il y aura 4 petits déjeuners. Le premier démarrera en juin. On n'a pas encore la date ni le lieu, mais on va organiser ça d'ici mi-avril. Un premier rendez-vous donc en juin, un par trimestre, et de se réunir dans un an, en juin prochain. On essaiera de le faire au Jardin Tropical de Paris, qui est le lieu où on installe notre siège social, Econovia étant une entreprise sociale. Il ne faut pas croire que la communication est si éloignée du métier de production de l'information, de faire une grande conférence thématique sur ces sujets. Alors je sais que dans la salle, je crois qu'il y a une représentante du CELSA, je crois, qui est venue de mémoire. En tout cas, je suis en contact avec la directrice du CELSA pour associer aussi des universitaires sur ces changements de paradigme, faire en sorte qu'il y ait aussi des universitaires, des chercheurs qui réfléchissent sur ces changements, parce que nous on est un peu à chaud, on est des acteurs, mais c'est important que derrière on ait le recul nécessaire. Donc ces 4 ans, sans prétention, ça va être des petits déjeuners avec peut-être un intervenant extérieur, une réunion pour échanger sur des bonnes pratiques, des RH. Ça c'est la première info, donc on s'engage à le faire, hein, c'est modeste, mais je pense que ça peut aussi l'ouvrir à tout média et tout journaliste, même du mainstream, mais qui veulent réfléchir sur ces sujets. Et puis la deuxième initiative qu'on lance également aujourd'hui de façon un petit peu confidentielle, c'est que Econovia a réuni autour d'elle 6 médias aussi, dont certains sont intervenus aujourd'hui, qui sont OK pour se mutualiser et réfléchir ensemble à un service de mutualisation de tout ce qui est commercial, publicitaire, à savoir on va expérimenter une régie publicitaire solidaire. Autour de ces 6 médias. L'objectif, c'est de mutualiser la vente d'espaces publicitaires parce que chacun des médias n'a pas les moyens financiers de recruter un temps plein. Ils sont tous les 6 partants pour jouer la carte de la coopération et se mettre ensemble pour qu'il y ait une personne qui commercialise les espaces publicitaires de ces 6 médias. Alors pas entièrement, mais une partie. On va expérimenter ça en septembre. Et donc ça c'est le premier point, et par ce biais-là, nous on va encourager les annonceurs à faire de la publicité responsable, donc on va réfléchir à une charte, de façon à ce que les annonceurs puissent communiquer de façon plus responsable, donc les accompagner dans cette démarche. Ça c'est le deuxième point, et en termes de modèle économique, c'est pas encore tout à fait calé, mais ce sera sans doute 15% pour payer un emploi, donc ça créera aussi un emploi, et 5% qui ira dans le club des médias citoyens. Donc voilà, on invente, ça marchera pas, on adaptera, on améliorera, voilà, on verra bien ce que ça donne, mais a priori, on a envie de tenter, donc ça c'est notre expérimentation. Voilà, il faut partager les choses, les projets, il ne faut pas rester seul. Voilà, il faut partager parfois au détour d'une conversation, il y a des connexions qui se font, et c'est ça qui est chouette, de pas avancer seul. Je suis une entrepreneuse, donc je sais ce que c'est l'isolement de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une personne que je n'aurais pas citée qui souhaiterait prendre la parole et présenter en 5 minutes, on a encore un peu de temps, vous voyez, on est bien calé, son initiative, qui souhaiterait prendre la parole, qui ne serait pas forcément un journaliste, un rédacteur en chef, qui souhaiterait prendre la parole et intervenir. Moi alors, super, c'est donc les gens qui s'aiment, elle l'a cité comme l'émission de demain, carrément. On se met pas cette pression, mais en tout cas, on est un groupe de bénévoles et on a envie que sur le web, déjà pour commencer, on voit des solutions. Donc voilà, nous on en a marre d'entendre que le monde va mal. Nous, dans notre réalité, le monde il va pas si mal que ça. On voit plein de belles personnes, plein de beaux projets fleurir, et on veut que les médias qui le montrent pas, tant pis pour eux. Et nous, on a décidé de le montrer et de redonner le sourire aux gens et d'être positive. Et parce que on pense beaucoup qu'on crée en fait notre propre réalité avec les énergies qu'on balance. Et voilà, donc nous, on a décidé de balancer du positif. Et on espère qu'il y aura plein de gens qui nous suivront. On a besoin de plein de gens qui sont ici d'ailleurs, parce que vraiment c'est à l'étape fœtus, parce que je suis jeune maman et que voilà, j'ai un peu privilégié
mon petit bout de chou, mais maintenant je commence à reprendre des forces et elle m'en donne tellement que j'en ai à revendre. Et voilà, on a envie même de créer, pourquoi pas, une chaîne citoyenne, c'est-à-dire que les médias citoyens peut-être aient leur propre chaîne et que les citoyens puissent enfin voir ce qu'ils ont envie de voir, entendre un discours qu'ils ont envie d'entendre et puis porter des solutions voilà, au niveau du territoire. Merci Camille. Je crois qu'en fait, ce qu'on a envie là maintenant, enfin moi ce que j'ai envie, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est de se... Pardon ? C'est d'échanger. Voilà, c'est d'échanger. Donc on n'a pas fini la conférence, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que je pense qu'on a envie de se parler. Il y a eu plein de connexions, il y a plein de gens qui se disent tiens j'ai envie de parler à un tel, etc. Donc ce qu'on peut faire, on a un stand économie, on peut se retrouver sur le stand, on peut échanger ici, on a la salle jusqu'à 18h30. C'est les 10 ans de Produrable, donc il y a également les 10 ans avec Nicolas Hulot qui est président qui sera là, donc il y aura vraiment énormément de personnes, donc vous pouvez prolonger la journée, enfin l'après-midi en participant. Merci à Ellie qui est le facilitateur graphique. On va diffuser les visuels et qui a immortalisé un peu de façon ludique parce qu'il faut un peu rire, il faut un peu de légèreté, il faut un peu dédramatiser un petit peu tout ça. Donc il a fait un super boulot, il travaille depuis le début de l'après-midi pour nous dessiner un petit peu le paysage médiatique de demain et les solutions de demain. Donc on vous diffusera ces visuels à l'issue de l'atelier. Et puis ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous en juin, on vous donnera la date rapidement, et puis de laisser place à la rencontre où vous voulez, quand vous voulez, d'échanger les cartes de visite. On vous a mis des petites cartes de visite, cartes de presse médias un peu détournées. Échanger, s'il y a d'autres propositions, il y a une petite boîte à idées, n'hésitez pas à la faire partager. Et puis merci à tous pour votre attention. Au début, on est petits, on n'est pas nombreux pour changer les choses, mais je suis sûre que dans plusieurs mois, plusieurs années, on aura peut-être fait des miracles, en tout cas je l'espère. Et merci à tous pour vos interventions très bienveillantes et très positives, ça donne beaucoup d'énergie. 5-10 minutes pour les échanges, en sachant que j'imagine que ça va être aux intervenants, donc je vais faire passer le micro. La salle étant petite et... Voilà, alors... Moi ayant la voix qui porte assez loin, donc je me permets de pas le temps, j'ai aimé... Je pense qu'on m'entend. S'il vous plaît, un petit peu d'attention. J'ai aimé l'association du couple de mots résistance et solidarité. J'ai été un petit peu déçu de comment on appelle ça, de la citation d'expression hiérarchique patronale, mais passer un tout petit peu sous silence des pressions politiques gouvernementales. Il y en a. Moi, j'ai la double nationalité. Je suis français et je suis turc. Donc, en matière de liberté des médias, on souffre beaucoup. Et il ne faut pas passer sous silence les pressions politiques et gouvernementales, et notamment en cette période, c'est crucial. Et quand on parle de solidarité, il y a une solidarité nationale, il faut qu'il y ait la solidarité internationale. Et tous les soirs, aux informations, vous voyez notre cher président, c'est innommable ce que nous vivons. Donc, il serait bon d'évoquer un petit peu ce côté-là. Et je vous remercie d'avoir abordé un tout petit peu l'aspect politique des choses. Je parle tout à fait ailleurs maintenant. Étant un utilisateur assez acharné de réseaux sociaux divers, LinkedIn, Viadeo, Facebook et compagnie, ces réseaux sociaux par Internet, dans des pays comme le mien d'origine, sont très utiles et apportent un tout petit peu de liberté et d'espace de respiration à cette même base qui a été faite sur l'ensemble des médias audiovisuels en Turquie. Il n'y en a pas maintenant de médias libres en Turquie, ça n'existe pas. Tout est à la botte d'une seule personne et l'audiovisuel est totalement oppressé chez nous. Facebook, LinkedIn et autres réseaux sociaux amènent justement cet espace un petit peu de liberté où les gens peuvent s'exprimer. Sous toute réserve, il serait bon, comme axe de réflexion, de réfléchir un petit peu à la vérification des informations qui sont diffusées et partagées, parce que c'est un fléau. Je vais finir par vous faire sourire un petit peu. Entre autres informations qu'on partage, on partage également des nouvelles de décès.
j'avais partagé involontairement l'annonce de décès de quelqu'un qui était parti il y avait 3 ans, et puis mon épouse m'a dit, mais tu sais, il y a également, comment il s'appelle, un autre qui était très très connu et qui était parti depuis très longtemps. Tu sais, on a des nouvelles comme quoi il se porte très mal également. Il était parti. Voilà, donc il serait, je ne sais pas ce qu'on peut faire par rapport à la vérification des informations partagées et diffusées. Alors, c'est dérangeant. C'est vrai que j'ai pas voulu orienter politique pour pas tout mélanger, pour pas être opportuniste sur les idées de politique. Néanmoins, j'ai suivi de près extrêmement affecté ce qui s'est passé sur Alep. Et là, il y a eu un vrai souci d'information. C'est ça qui a déclenché aussi cette volonté de dire ce qu'on nous livre, c'est pas forcément de l'information, c'est-à-dire que Alep, ça a été typiquement de la désinformation. Pour moi, je ne savais pas ce qui était vrai, pas vrai, qui attaquait. C'était dramatique. Et là, je suis assez d'accord sur cette dimension peut-être un peu plus de résistance, d'aller plus loin. Je travaille beaucoup, le parrain de l'agence est de mon maire, qui est syndicaliste. Je suis très marquée par ce mouvement syndicaliste. Ici en France, on défend nos intérêts. En Afrique, dans d'autres pays, on meurt pour nos idées. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une réflexion, un outil à mettre en place. Et je pense que le club peut être ce lieu-là, sans vendre du rêve. Parce que voilà, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour appuyer des médias peut-être étrangers à garantir ces niveaux d'indépendance? Comment vous offrir un cadre propice, protégé, pour réfléchir avec vous sur les façons de défendre une information plus indépendante et effectivement, mais ça n'a pas été une orientation politique choisie justement, parce que moi je suis aussi engagée politiquement. Alors. Bonjour, donc je m'appelle Raphaël, je participe à un média citoyen depuis 5 ans. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que le fact-checking, pour dire la vérification des fausses informations, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. Je pense qu'il y a quand même un danger là-dessus, sur ces plateformes Facebook, puis tous les réseaux sociaux, YouTube. Nous-mêmes, on est très dépendants, on les utilise beaucoup, parce que c'est vrai qu'en termes de communication, c'est très utile. Malheureusement, depuis quelques mois, depuis 1 an ou 2, et depuis quelques mois encore plus, Facebook, on l'a vu avec Google et d'autres, essaie de se poser en garant l'information. Alors c'est quelque chose d'assez dangereux. Donc ils sont en train de développer un certain nombre d'outils. On a vu également le journal Le Monde sortir le Décodex, donc une sorte où il classe en fait 600 sites d'information francophones. Et le classement a fait beaucoup parler de lui, notamment en mal, parce que là tout à coup il y a des journalistes du Monde qui sont jugés partis. Alors évidemment ils s'auto-jugent comme médias très crédibles, et puis ils jugent tout un tas de médias alternatifs et associatifs et citoyens comme étant des sites rouges à éviter ou oranges, trop partisans, trop militants, alors que quelque part ils taisent leur propre militantisme en faveur peut-être de leurs actionnaires, des intérêts de leurs actionnaires, etc. sur un certain nombre de sujets. Donc c'est vrai que le fact-checking, oui, mais ça dépend comment il est fait. Méfions-nous des outils que nous propose Google, Le Monde, etc. Et je pense, et peut-être, pourquoi pas, proposons nous-mêmes des annuaires alternatifs de médias citoyens qui sont sérieux, qui sont crédibles, en ne taisant pas forcément, en expliquant bien les orientations, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales, parce que c'est important de savoir quel est l'objectif du média. Mais voilà, et avec pourquoi pas aussi une participation des citoyens et des internautes pour justement noter et référencer un certain nombre de médias. C'est vrai qu'on peut comprendre aussi l'internaute qui ne connaît pas forcément grand-chose. Quand il va sur Internet, c'est un petit peu la jungle, il y a peu tout et n'importe quoi. Mais je préfère qu'il y ait tout et n'importe quoi plutôt qu'une information unipolaire et contrôlée. Voilà. Complètement. On va laisser peut-être intervenir... Donc je voulais justement rebondir sur cette idée de fact-checking, de vérification des sources, je le prononce mieux en français, parce que j'aimerais vous présenter une initiative en fait qui a été créée par un éditeur qui s'appelle Henri Lougier, qui est une maison d'édition associative, et ça part d'un constat, d'un double constat en fait, c'est de qui est-ce qu'on ne parle pas dans les médias, donc ce seraient les jeunes en fait, les jeunes n'ont pas la parole dans les médias, les jeunes défavorisés ou exclus de la société. Et la deuxième partie de ce constat, c'est aussi on voit que les jeunes, avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, avec les attentats de novembre 2016,
2015 pardon, on a vu que les jeunes n'étaient pas tellement éduqués aux médias, que justement on pensait que Internet c'était valable comme une source, et donc cette petite plaquette en fait a été créée par des jeunes des lycées, des jeunes des quartiers, en collaboration avec un journaliste. Et donc c'est vraiment une éducation aux médias, une éducation à l'élaboration d'un média qu'on propose, donc en collaboration avec un journaliste et un maquettiste. Les jeunes sont éduqués donc à l'écriture, à l'expression personnelle, et également à l'élaboration d'un média et à la vérification des sources. Donc moi ce que je cherche actuellement c'est des collaborateurs, donc des journalistes, et également des mécènes. Donc je ne sais pas si vous connaissez des fondations, si vous avez des idées de collectivités qui pourraient subventionner cette initiative, venez me voir à la fin pour en discuter. Voilà. Et je vous montre juste vite fait la plaquette parce que c'est aussi un très bel objet, et donc c'est aussi une fierté pour les jeunes d'avoir élaboré ce projet. Voilà. Donc je vous montre juste. Merci beaucoup. C'est un livre graphique qui se déplie comme ça, puis après qui se déplie comme ça. Voilà. Donc c'est très sympa, c'est très chouette, et parfois donc là c'est pour un lycée, et ça peut aussi servir au lycée pour présenter un lycée. Donc c'est une bonne initiative. On n'en a pas beaucoup parlé, mais sur la formation, c'est vrai que c'est important aussi de former. Ça arrive dès l'éducation, dès la formation. Anne-Sophie parlait tout à l'heure de l'EMI, l'École des métiers de l'information. Voilà, comment on forme aussi les futurs journalistes, les futurs rédacteurs à ce type d'information. Et c'est vrai que cette initiative, on en avait parlé la semaine dernière, est très intéressante parce qu'elle implique aussi des jeunes de quartier. Je pense notamment aussi à un reporter d'espoir et surtout reporter citoyen. Voilà, qui est une initiative intéressante qui mobilise des jeunes de quartier et qui leur fait apprendre le métier de journaliste. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions, ou est-ce qu'on laisse place à l'échange? Juste une petite question. Est-ce que vous avez pensé à inviter des youtubeurs? Parce qu'en fait, on parle de médias, mais c'est vrai que maintenant les jeunes regardent, même sur Internet, peut-être plus les youtubeurs que des médias alternatifs. Et les youtubeurs, il y a des youtubeurs qui sont spécialisés sur l'information et la critique de l'actualité. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on était resté sur voilà, déjà les médias journalistes classiques. Hein, encore une fois, pour redire, c'est clair qu'ils sont très influents aujourd'hui. Maintenant, ça a démarré il y a 3 semaines, c'était un atelier. Là, c'est un club. La Social Régie, elle n'existait pas. Enfin voilà, tout ça s'est fait très vite. Mais en effet, à un moment donné, il faut aussi impliquer voilà, journalistes, rédacteurs en chef et aussi blogueurs, en sachant qu'en général, pour faire pas mal de relations presse, on ne mélange pas aujourd'hui les deux publics, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes actions, donc à voir, à en discuter. Peut-être Anne-Sophie, si tu as un... Dans le réseau, ça se fait faire en tout cas. D'accord. Comme interne, c'était des blogueurs, des journalistes, tout le monde est médias aujourd'hui, donc faisons des ponts à répondre plutôt compartimentés, parce que c'est pour réfléchir en plus. Ok, super. Une dernière intervention. Un dernier mot, je dirais, par rapport à la vérification des informations. Il y a des agences qui livrent des informations qui sont fondées exprès pour la désinformation. Donc c'est d'autant plus important de mettre l'accent justement sur la vérification, double-checking, triple-checking des informations pour qu'on ne soit pas pris dans le filet du mensonge délibéré et ne pas se laisser guider par le mensonge. Voilà. Merci beaucoup à tous. Vous allez échanger. Je pense qu'il va y avoir plein d'échanges. Je vous propose de passer à la phase de mise en réseau, de vous retrouver soit ici, soit sur le stand. Il y a un espace au sein du salon. Si vous n'avez pas encore visité ProDurable, c'est un joli salon de solutions RSE développement durable. On a a priori vos contacts. Donc pour ceux qui sont intéressés, on enverra un petit message pour voir qui sont intéressés pour suivre l'activité et participer à la rencontre du Club des médias citoyens. Et puis merci à tous de votre attention, à tous ceux qui sont déplacés exprès de loin sur des agendas chargés. Et puis bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir.